Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Karl Marx avait inventé le concept de révolution permanente qui allait être théorisé par Trotsky. Un processus révolutionnaire qui ne doit pas connaître de pause tant que ses objectifs ne sont pas atteints. En Algérie, aux antipodes de ce concept de révolution permanente, existe en quelque sorte son antithèse, le coup d'État permanent. Le coup d'État permanent ou la culture du coup d'État est un système qui se met en place en marchant, qui devient actif en fonctionnant, qui s'étoffe, s'amplifie et se dissémine dans toute la société en puisant dans les turpitudes mêmes qui lui ont donné le jour et qui lui ont permis de prendre le pouvoir, puis de le garder. Son fondement premier consiste à prendre et donc à garder le pouvoir, tout le pouvoir, en usant des mêmes méthodes, même si avec le temps, celles-ci peuvent être déclinées sous des dehors et d'autres, usées de discours et d'autres, parfois en totale contradiction les uns avec les autres, mais qui reposent essentiellement sur la violence, la manipulation, le mensonge, l'usage d'oripeaux idéologiques comme la religion, le nationalisme, la révolution, l'exacerbation mémorielle, mais aussi, et cela va de soi, d'épouvantails et d'autres qui vont du terrorisme à la main étrangère, en passant par l'ennemi extérieur, l'ennemi intérieur et autres périls tout aussi mobilisateurs, qui servent à rameuter le gros de l'opinion publique, à la conditionner, à en faire des remparts concentriques autour du régime. Puis vient la corruption. La corruption de masse, d'abord, qui consiste à acheter la paix sociale, puis celle des relais du régime, dont la mission est de conditionner les masses, comme ils disent, et de les fliquer aussi. Au cœur de cette culture du coup d'État et de sa pérennité, donc du coup d'État permanent, est la force armée, bien sûr, le cœur battant de la logique du coup d'État permanent. Une force omniprésente et tentaculaire, budgétivore par nécessité parce qu'elle a besoin d'arroser tous les gradés d'une façon ou d'une autre, qui la contrôle du plus haut au plus bas, selon une distribution concentrique, de plus en plus importante à mesure qu'elle se rapproche du haut commandement. En Algérie, pour lui éviter de recourir à la violence contre le peuple, et pour donner bonne conscience à ceux qui en constituent la troupe, l'armée est idéalisée, présentée comme étant la digne héritière de l'armée de libération nationale, rempart de la nation contre l'ennemi de l'intérieur et de l'extérieur. Et lorsque cette propagande ne suffit plus, alors le recours à la violence se déchaîne sans état d'âme, en faisant en sorte néanmoins d'imputer ses victimes à l'ennemi de la nation, le terrorisme en l'occurrence. Le coup d'État permanent est omniprésent dans l'histoire de l'Algérie, au plus loin que l'on puisse remonter. Il fait partie, je suis tenté de dire, de la conformation congénitale de la nation, jusque dans sa révolution contre l'occupant, jusqu'à voler l'indépendance chèrement acquise à un peuple qui lui avait tout donné. Le coup d'État permanent s'est décliné
sous des formes et d'autres, dont certaines ont laissé croire qu'il n'était plus ce coup d'État permanent, qu'une dynamique démocratique avait été amorcée, comme, rappelez-vous, la très trompeuse libéralisation de l'après-octobre 88, qui avait vu le multipartisme succéder au parti unique, un multipartisme dont les partis n'étaient agréés qu'après être passés sous les fourches codines de la police politique, comme cela fut le cas, du jour au lendemain. Mais aussi de la prolifération d'une presse sortie du cerveau du régime, dont on disait qu'elle était indépendante, la plus libre du monde arabe, et qui allait devenir, pour le coup d'État permanent, un outil bien plus efficace et bien plus crédible et bien plus vendeur et bien plus racoleur que la presse publique et ses gros sabots. Le coup d'État permanent est souvent appréhendé sous l'angle de la seule violence dont il s'est servi pour prendre le pouvoir. Et on oublie souvent que le plus ardu, le plus laborieux et le plus lourd sur la vie des peuples qu'il a privés de leur souveraineté, sur leur propre destin, et surtout dans les moyens et les méthodes dont il use pour garder le pouvoir qu'il a volé au peuple, pour garder le pouvoir qu'il a volé au peuple. C'est pour cela qu'il est question non pas du coup d'État tout court, un épisode de prise du pouvoir, mais de coup d'État permanent qui use de moyens à peine imaginables pour empêcher le peuple de reconquérir son droit à désigner librement ses vrais représentants. يتزيرهم باعوك حكم عليك بالانتحار بولادك زادوا هدوك تقول رانا في استعمار هدوا فينا بالعشرية واحنا خرجنا بالسلمية اعتقلوا قاع الزوالية كي قلنا لهم مدنية يسقط حكم العسكر تسقط المخابرات واللي حطوا لبنان في المحتقلات يسقط حكم العسكر تسقط المخابرات اللي قمعوا واللي حطوا لبنان في المحتقلات حرقتوا بلادنا وذبحتونا يا جنرالات العار غرقتوا ولادنا اقتلتوهم ورميتوهم في البحار نظام هجر الملايين واللي بقى يقول الهرباوين الأمة نوح قلبها مجروح وكلكم رب العالمين يسقط حكم العسكر تسقط المخابرات اللي قمعوا واللي حطوا لبنان في المحتقلات يسقط حكم العسكر تسقط المخابرات Algérie, coup d'État permanent. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que nous étions le 19 juin, hier, date du fameux coup d'État du 19 juin 1965, que son auteur avait préféré appeler sursaut révolutionnaire du 19 juin. Il nous disait, je me rappelle, qu'il était trop modeste pour lui donner le nom de révolution du 19 juin, qu'il a voulu être plus modeste.
Alors, pour en parler, nous aurons avec nous Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA, de 82 à 88, depuis Paris. Karim Naïtou Slimane, analyste politique depuis Paris. Idirou Nourn ne sera pas des nôtres, malheureusement, aujourd'hui. Il est un peu souffrant. Alors, Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci, Jamal. Merci de nouveau pour l'invitation. Je salue d'abord, permettez-moi, auquel je souhaite un prompt rétablissement, mon ami Idir. J'espère qu'il est en train de nous suivre dans son lit. Et je salue Karim et je suis content de débattre avec lui sur cette difficile question que vous nous posez. Alors, Idir Nourn n'est pas, il doit être certainement comme Haddad, Ali Haddad, il n'est pas au lit, il est au lait. Ah. Si vous vous rappelez un peu. Oui. Karim Naïtou Slimane, merci d'être des nôtres. Bonsoir Jamaldine, Bonsoir. merci de l'invitation encore une fois. Bonsoir aussi à Dabrahim. Et pareil, bonne convalescence à Daïvir. C'est aujourd'hui que j'aurais aimé qu'il soit à mes côtés, mais bon. Ah, je comprends ce que vous voulez dire. À vos côtés, donc contre le militant du MDA, le cadre du MDA, fort heureusement de 82 à 88. Mais je fais confiance à Brahim Younsi pour que l'intellectuel supplante en quelque sorte le militant. Mais enfin, nous sommes une émission libre et nous permettons aux gens... C'est pas que nous permettons, l'émission permet aux gens de s'exprimer. Si je peux me permettre... Bien sûr. Karim est de taille. Ah, je sais, je lui fais confiance, sauf qu'il n'a pas l'expérience... c'est le mérite de l'âge, quelque part, c'est Brahim Younsi. Vous n'avez pas de mérite intrinsèque. Mais la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est Brahim, nous connaissons tous votre capacité à vous intéresser à tout. Vous êtes d'une curiosité intellectuelle absolument impressionnante et vous avez une capacité de lecture aussi, de documentation absolument admirable. Et c'est pour ça que nous sommes très contents de vous avoir avec nous à chaque fois. Alors, Brahim Younsi, d'abord, sur le titre de cette émission, qu'est-ce que vous en pensez? Le coup d'État permanent. J'ai tout de suite pensé à François Mitterrand. François Mitterrand parlait de De Gaulle, mais je crois que le sens n'est pas le même. Mais enfin, je vous laisse vous exprimer. Allez-y. Mais c'est quand même, il parlait du coup d'État permanent. C'est un gros livre en plus. Oui. Et effectivement, il pensait que De Gaulle faisait des coups d'État permanents à chaque fois qu'il intervenait. Mais est-ce que c'est sûr que la notion de coup d'État permanent est très difficile à saisir. Il est vrai, mais pour ce qui est de De Gaulle, c'est un président qui a été élu. Je parle depuis la Ve République, si je peux dire, qu'il abuse un peu de ses prérogatives. Il reste dans la légalité. Mais pour ce qui nous concerne, le coup d'État, c'est une toute autre notion. Et ça vient de très loin, il me semble. Ça vient peut-être même d'avant l'indépendance. Hein. Rappelez-vous, l'assassinat de Ben Ramdan, entre autres, et rien que ce tragique épisode, pour ne pas en citer d'autres. Il y a des coups d'État qui prennent des formes, peut-être même au moment du congrès de la Soumane. Il y a eu quand même la marginalisation de ce qu'on a appelé les chefs historiques. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a changé même l'idéologie ou l'orientation idéologique du 1er novembre. Peut-être que là aussi. Et puis, il faut dire, si on parle de coup d'État, Ben qui s'impose en 1956 avec le congrès de la Soumane, en 1957, il est totalement écarté parce que la majorité écrasante du CNRA qui se réunit au Caire, qui change tout, du tout au tout, et qui met Ben Ramdan en minorité. Il était le seul, et avec le colonel Dehiles, Sadr, qui n'ont pas voté
les changements de la plateforme de la Soumam. Et puis, bien entendu, il a été en minorité. Et nous savons ce qui s'est produit à la fin de l'année 1957. Et il a été purement et simplement éliminé, liquidé. C'est dire que ça pouvait commencer là, mais il y a eu aussi, au cours de notre révolution, des tentatives nombreuses de coup d'État. D'accord. Karim Naïtou Slimane, sur ce concept de coup d'État permanent à l'algérienne, bien sûr, concernant tout particulièrement notre pays. Moi, franchement, je trouve le titre très pertinent du fait que depuis 1962, depuis la date de l'indépendance, je pense que l'un des grands problèmes que l'Algérie a rencontré et que nous rencontrons de nos jours, c'est cet échec de mettre en place une vraie culture d'État fondée sur le fonctionnement des institutions. C'est-à-dire que très vite, au lendemain de l'indépendance, malheureusement, la révolution du peuple algérien a été détournée au profit d'une certaine élite militaire qui s'est tout de suite accaparé le pouvoir et qui, jusqu'à nos jours, n'a jamais voulu le rendre au peuple. Et ça passe évidemment à chaque fois par le mécanisme du coup d'État, avec toutes ces variantes, coup d'État direct, indirect, coup d'État sur les élections, sur le résultat des élections, coup d'État du 19 juin 65, coup d'État aussi de Gaïd Saleh sur le Hirak. On voit des variantes à chaque fois, mais la culture est la même. La culture est la même et le sens est la même. C'est-à-dire qu'en Algérie, jusqu'à présent, malheureusement, nous n'avons pas un fonctionnement institutionnel de l'État, mais nous avons plutôt un fonctionnement qui va selon les forces en présence à chaque fois au niveau des hautes sphères du pouvoir, c'est-à-dire un fonctionnement clanique, un fonctionnement en tout cas obscur, qui ne répond pas aux normes des États modernes. Très bien. Alors, Brahim Younsi, avant d'en arriver à ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire que le coup d'État, ce n'est pas seulement perpétrer une prise de pouvoir par la violence, mais c'est surtout, après, le garder, mettre en place toute une machinerie, toute une organisation économique, sociale, politique, policière, pour garder ce pouvoir et bien forcément donc d'où l'usage du mensonge, de la manipulation, du conditionnement, de la violence, de la répression. Nous allons y venir. Mais avant, grosso modo, si nous devions parler de coup d'État, puisque cette émission est très courte, moi je citerai personnellement celui de la prise du pouvoir par l'armée des frontières en 1962, celui de 65 du coup d'État de Boumediene contre Ben Bella, celui de 1992 des généraux contre la volonté populaire qui avait choisi le fils, celui de Gaïd Saleh contre la révolution pacifique qui avait pour nom le Hirak, et donc qui a imposé un président fantoche à la tête de ce pays qui est président à ce jour où nous parlons. Brahim Younsi, est-ce que vous pourriez nous parler de ces différents coups d'État? Est-ce que vous pensez que ce sont des coups d'État ou est-ce que vous auriez une réserve quelconque? Oui, elle n'est pas quelconque. Elle est importante, c'est celle de 62. Celle de 62, il faut... Je ne dis pas ce que vous ne connaissez pas l'histoire. Mais l'histoire de 62, elle est complexe. L'armée des frontières, il faut le dire, n'est pas rentrée à Alger le 5 juillet 1962. Cela est faux. Vous savez qu'il y a eu l'élection, que le conflit a commencé à Tripoli, qu'un programme a été voté à l'unanimité, et qu'un bureau politique
a été... Mais elle est restée pendante, je crois, la conférence Brahim Younsi. Oui, mais Elle a été interrompue, elle est restée pendante. Oui, je termine. Il y a eu une élection du bureau politique de 7 personnes, les 5 historiques plus 2, Mohamed Saïd et Haj Ben Allah. Mais ils n'ont pas été élus. Mohamed Biaoui dit que c'était un vote officieux, mais il fallait la majorité des 2 tiers. Ce bureau politique avait obtenu la majorité simple. Donc il fallait que la conférence, que le CNRA essaie de travailler pour que ou le bureau politique constitué des 7 obtienne la majorité des 2 tiers pour rentrer en Algérie unie, sauf que, comme vous le disiez, la séance a été interrompue par le départ inopiné d'un certain nombre de membres du GPRA, dont son président, Benoît Soubrada. C'est ce qui a fait que la séance a été interrompue sur le plan global, mais beaucoup sont restés. Mais est-ce qu'il y a eu coup d'État ou non, Brahim Younsi, pour ne pas rentrer dans de trop fastidieux détails qui sont très intéressants, mais qui malheureusement pourraient prolonger la discussion au-delà de cette émission. Est-ce que c'est un coup d'État contre le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, ou non? Je vais vous dire, non. Oui. D'accord. Franchement, non. L'armée des frontières n'a pas pris le pouvoir. Comment? L'armée des frontières n'a pas pris le pouvoir par la force et la violence. Elle n'a pas tué des moudjahidines qui lui ont fait barrage pour l'empêcher de rentrer à Alger. Non, attendez. Bon. Le problème, c'est que le bureau politique a été constitué. Le bureau politique devait rentrer à Alger. Le 4 août 1962, Ben Bella arrive par avion, je dis bien par avion, d'Oran sur Alger. Il est accueilli par Abdelrahman Fers, il y avait Mohamed Yazid, il y avait le colonel Hazan à Maison-Blanche, qui l'ont accueilli pour aller le 4 août à une réunion avec qui? Avec le président du GPRA, avec Krim. Et cette réunion avait fait que le bureau politique a été reconnu selon au moins 3 conditions à parfaire. 1, la réunion du CNRA, une réunion ordinaire du CNRA, et essentiellement cela, que le CNRA soit réuni en session ordinaire. À ce moment-là, le bureau politique a été reconnu par tous, sauf Hussein El-Tahmid. Et Boudiaf, qui a été arrêté avant le 2 août, a été libéré. Et le 2 août, il se réunit avec, avec le secrétaire général du FLN, Mohamed Khidr, et Krim Belkacem. Krim et Boudiaf faisaient un binôme, et ils se sont entendus. Il y a eu un accord, ce que l'on appelle l'accord du 2 août. Et Boudiaf rejoint le bureau politique. Il devient membre du bureau politique. Il est chargé de l'orientation et des affaires extérieures. C'est au moment où les listes des candidats pour l'élection de l'Assemblée nationale constituante que le problème s'est posé. Mohamed Boudiaf avait quitté le bureau politique parce qu'il n'aurait pas été consulté sur les listes des candidats au bureau politique. Au moment où Boudiaf quitte le bureau politique, la Wilaya 4 avait empêché par les moyens militaires le bureau politique de se réunir à Alger, de rentrer à Alger. Voilà D'accord, Brahim Younsi, mais je vous demanderai de me répondre assez rapidement. Il faut vraiment que le tour du micro soit très dynamique. Brahim Younsi, est-ce que l'armée des frontières a pris le pouvoir par la force, oui ou non? Est-ce que Boumediene avait envoyé Bouteflika avec l'autorisation de De Gaulle
envoyé Bouteflika à la prison d'Aulnay pour proposer le pouvoir, la présidence, parce que lui n'était pas assez connu pour prendre directement la présidence. Il avait proposé, et ça c'est Aït Ahmed qui le dit, dans son livre. Il dit, il est venu nous voir, Ben Bella, avec un passeport marocain, alors qu'il était commandant de la LN. Il a été autorisé par De Gaulle en personne, parce qu'il devait avoir quelque chose caché dessous. Peut-être que De Gaulle voulait que l'armée des frontières prenne le pouvoir. Et qu'il avait commencé à proposer à Boudiaf. Boudiaf l'a envoyé balader, lui a dit « vous venez, les gens ils sont en train de mourir pour ce pays, vous venez nous proposer le pouvoir ». Et à ce moment-là, il a proposé à Ben Bella qui a accepté. Il lui a proposé notamment d'en faire un président, le président, à condition qu'il le prenne comme vice-président et ministre de la Défense. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Mais très vite. Non, s'il vous plaît, Brahim Younsi. Non, ça ne s'est pas passé de cette manière-là. C'est ça le problème. Ça ne s'est pas sincèrement passé de cette manière-là. Bouteflika, parce que là, ça nous repousse à loin. Bouteflika était chargé par Boumediene précisément d'aller voir Mohamed Boudiaf. Mais ce que Mohamed Boudiaf, ça nous pousse à aujourd'hui à refuser ce qui est vrai en 1962, il l'accepte en 1991 ou 92. Je veux dire avec pire. La question est la suivante. C'est que, en dehors du fait de ce jeu de Boumediene, c'est que quand le GPRA rentre à Tunis, quand il quitte Tripoli et rentre à Tunis, il s'est passé un événement extrêmement grave. Extrêmement grave. C'est que l'état-major est dissous. On dissout l'état-major le 30 juin 1962. C'est une décision extrêmement grave. Et c'est ce que dit d'ailleurs Farhat Abbas, qui, je pense, vous n'allez pas le traiter de putschiste. Abbas avait dit que la dissolution de l'état-major général à Tunis était inopportune. Et que la souveraineté... Mais il a dû le regretter par la suite. Il a dû regretter par la suite... Je ne sais pas. Non, vous lui prêtez des choses qu'il n'a pas... Je ne crois pas qu'il l'ait regretté. Je ne crois pas. C'est un homme conséquent. C'était un homme conséquent. Il dit les choses quand il faut les dire. Il les fait quand il faut les faire. C'est que Abbas était contre la dissolution de l'état-major. Et pas seulement lui, d'ailleurs. Pas seulement lui. Et si Abbas était un peu, certains disent qu'il était un peu gaga, il y avait Ahmed Boumediene, il y avait Ahmed Francis, il y avait d'autres membres de l'UDMA qui avaient suivi leur leader, y compris qui ont participé au gouvernement en 1962, après l'élection de l'Assemblée nationale constituante. C'est dire que tout cela est extrêmement complexe. Mais je sais, Brahim Younsi. Je vais juste vous lire cette déclaration de... Mais très vite, Brahim Younsi. Oui, très vite. Des responsables de la Wilaya 4 et de la Wilaya 3. Les Wilaya 3 et 4 dénoncent les décisions du bureau politique sur la reconversion de la LN en armée nationale populaire. Les responsables, ils écrivent, les responsables des Wilaya 3 et 4 écrivent qu'assimiler l'ALN à une armée qui doit rejoindre les casernes, c'est oublier leur sens véritable de la lutte qu'elle a menée. L'ALN, disent-ils, est une armée de militants. Voilà comment aussi ils voulaient absolument, au niveau des questions des wilayas qui s'est posées, et c'est là où l'armée des frontières, et cela, nous sommes le 6 septembre. Nous sommes le 6 septembre 1962. Et c'est là où l'armée des frontières, effectivement, rentre, mais elle ne rentre pas seule. Elle rentre avec la Wilaya 1, la Wilaya 2, la Wilaya 5 et la Wilaya 6. C'est dire très bien, Brahim Younsi. Très bien, je vous laisse la responsabilité de ce que vous nous dites, bien sûr. Parce que c'est la réalité, je peux le démontrer. Très bien, très bien. J'espère que nous pourrons animer un jour une émission où nous pourrions aller au fond des choses. Je peux vous apporter toutes les références que vous voulez. Toutes. Très bien. Karim Naïtou Slimane, je vais vous donner le même temps que Brahim Younsi. J'aurais aimé que les échanges soient plus dynamiques, mais bon, le sujet est tellement important qu'il y a tellement de choses à dire, je comprends.
Karim Naïtou Slimane, nous allons d'abord écouter Monsieur Boumediene nous parler du coup d'État et je vous laisse la parole. أيها الشعب الجزائري الأبي لم يكن صمتك خوفا أو خضوعا للاستبداد كما كان يظن الطاغية الذي عزل اليوم عن الحكم فقد اعتقد أنك استسلمت لنوم عميق ولكن الأحداث قد برهنت له على عكس ذلك وعلمته أن ثأرك من الذين تحبهم لا بد أن يكون في مستوى ثقتك بهم وإخلاصك وتأييدك لهم قبل أن ينحرفوا عن الطريق السوي أو يخونوا الأمانة التي وضعتها بين أيديهم. Karim Naït Slimane, donc d'après vous, est-ce que nous pouvons dater un peu le coup d'État permanent qui a lieu en ce moment même à partir de la prise du pouvoir par l'armée des frontières en 1962 ou contrairement à ce que pense ou contrairement à ça, à ce que nous dit oui, Brahim Younsi, allez-y très vite, allez-y. Je ne pense pas. Je dis ce que toute la presse mondiale que j'ai consultée, quasiment toute la presse, qui dit ce que je dis. Avec un tel sujet ne peut pas être cerné par toute la presse, serait-elle mondiale. C'est un sujet tellement complexe et tellement, pour beaucoup, tellement évident qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas été commis par l'armée des frontières. Mais nous y reviendrons. Karim Naïtou Slimane. Karim Naïtou Slimane. Au contraire, si on consulte la presse mondiale et si on consulte la littérature mondiale sur le sujet, on voit très bien, et c'est ainsi que je me suis fait mon idée, on constate très bien que la tendance va vers la probabilité, et voire même la certitude, en tout cas, si ce n'est du putsch, mais en tout cas du détournement de la révolution. Et pour moi, personnellement, j'y vois clairement un coup d'État militaire, et c'était le premier, selon moi, le premier coup d'État franc en Algérie, qui est même à l'origine de tous les problèmes que l'Algérie vit actuellement. Et d'ailleurs, sans aller dans le détail des événements, sans aller dans l'aspect événementiel de cette date, il suffit juste de voir les acteurs et les protagonistes qui, par la suite, ont participé dans le développement, l'évolution de la vie politique en Algérie. Et c'est là qu'on va constater très vite que le problème, en fait, est parti de là, du coup d'État de l'armée des frontières. Qui a soutenu l'armée des frontières? C'était, on va dire, l'aile militariste du FLN. C'est-à-dire, vous avez d'un côté l'armée des frontières, Malg et les DAF. Et jusqu'à présent, le problème en Algérie et de l'autre côté... Les DAF, c'est les déserteurs de l'armée française, dont une grande partie constituait l'état-major autour de Boumediene, rappelons-le, à Gardimaou notamment. Et de l'autre côté, nous avons le GPRA, c'est-à-dire on va dire, le gouvernement civil. Le gouvernement civil. Donc c'était une lutte entre ceux qui voulaient un État civil et ceux qui voulaient un État militariste. Et c'était les militaristes qui l'ont emporté par la force. Pourquoi? Parce que l'armée de l'intérieur était tout simplement épuisée après cette année de combat auquel après les opérations Chal qu'il avait littéralement laminées. Auquel l'armée des frontières qui était stationnée aux frontières marocaines et tunisiennes, principalement, n'avait pas pris part. En tout cas, pas de la même manière que l'armée de l'intérieur. Et donc, depuis ce jour, lorsqu'on voit l'histoire sur l'étendue, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas seulement se concentrer sur l'aspect événementiel au moment même de ces événements, mais il faut les voir sur la durée, c'est-à-dire sur leurs conséquences, pour voir que c'était la mauvaise direction. Parce que depuis ce jour, on n'a pas réussi en Algérie à mettre en place un État civil. Depuis ce jour, le pouvoir en Algérie est resté entre les mains des militaires, prisonniers des rapports de force au sein des factions
de ces militaires à l'intérieur du pouvoir algérien. Voilà. Alors, je vais vous faire écouter Aït Ahmed Karim Naïtou Slimane et je vous rends la parole parce que pour épuiser votre temps de parole, nous allons écouter M. Aït Ahmed. Rabbi Rahmou. Véritable qui a poussé l'armée à se débarrasser de Belbela le 19 juin 1965. La véritable cause, c'est que 3 jours auparavant, un communiqué commun FLN, FFS a été publié dans la presse nationale annonçant le début de la sortie du parti unique et la reconnaissance d'un deuxième parti. Ça a provoqué une véritable fête dans notre pays. Donc, Karim Naïtou Slimane. Et nous allons écouter M. Bembella. Nous allons écouter M. Bembella, je vous donne la parole. Il y a quelque chose de fondamental, une révolution authentique. Il se propose de faire quelque chose d'authentique dans ce pays, une révolution, quels que puissent être les obstacles, qu'ils soient internes ou externes. Il n'y a pas de force au monde qui nous arrêtera. Il n'y a pas de force au monde qui arrêtera l'action authentiquement révolutionnaire que nous avons décidée ici. Karim Naïtou Slimane, je vous laisse poursuivre, mais je voulais juste vous dire, vous nous direz ce que vous en pensez, que les militaires qui ont le plus pesé sur les événements, au début de façon très invisible, mais de plus en plus apparente, étaient ces fameux DAF dont vous parlez, qui faisaient partie de l'état-major général, ou du moins autour de l'état-major général, et qui, par la suite, et très vite, allaient prendre la totalité et la vérité du pouvoir, puisque ce seront eux, généralement, et nous en parlerons tout à l'heure, qui ont perpétré le coup d'État de 1992 et qui sont sortis à la lumière à partir de ce moment-là et qui sont toujours aux commandes d'une façon ou d'une autre. Karim Naïtou Slimane, je vous laisse nous dire. Oui, tout à fait, c'est ce que je disais. C'est pour ça que je dis qu'il faut voir ce problème dans son étendue historique, voir dans toutes ses ramifications. Et je pense que actuellement, avec l'œil de 2022, ce qu'il faut voir derrière, c'est que 60 ans après, nous sommes toujours confrontés au même problème. C'est-à-dire la place de la force dans la politique. La place de la force dans la politique. Alors qu'on sait très bien que les États modernes sont constitués sur une neutralisation de la force qui devient violence légitime, qui s'exerce uniquement dans le cadre institutionnel. Mais la force ne doit être en aucun cas utilisée comme moyen d'accès au pouvoir et encore moins pour y rester, pour garder le pouvoir. Alors qu'en Algérie, la culture politique que nous avons, c'est une culture putschiste, militariste. C'est toujours la loi du plus fort. C'est comme ça que ça se passe. D'abord, entre les différentes factions du pouvoir, nous avons tous vu la guerre des clans qui sévit jusqu'à présent, derrière les coulisses du pouvoir. Nous le savons. Il y a juste 2 ans, des généraux étaient en prison, hein, et maintenant, ils sont, après la disparition de ceux qui les avaient mis en prison, maintenant ils sont revenus aux commandes. Donc on voit très bien qu'il y a toujours une guerre entre ces différentes factions, donc il y a toujours un rapport de force, mais aussi dans la manière d'exercer le pouvoir en Algérie, la manière d'exercer le pouvoir de faire de la politique, c'est toujours par la force. On voit toujours que, par exemple, le régime actuellement, le seul langage qu'il trouve envers son opposition, et le plus grand mouvement d'opposition en Algérie, qui est le Hirak, ça a été quand même la répression. Donc, et nous allons y arriver justement, Karim. Je me permets de vous interrompre. Nous allons y arriver. Alors, Brahim Younsi, je sais que vous voulez apporter une mise au point. Je vous demanderai de le faire très vite, en moins d'1 minute, parce que nous avons d'autres questions à traiter. Il ne reste plus très longtemps avant la fin de l'émission. Brahim Younsi, si vous avez une mise au point, faites-le très vite. Quand Karim parle de l'armée de l'intérieur, c'est qui cette armée? L'ALN de l'intérieur, les wilayats qui ont été décimés, laminés par les opérations Chal. Non, mais il n'y a pas d'armée de l'intérieur. À savoir que, il y a eu, je viens de vous le dire, il y a les militaires de la wilaya 4 et les militaires de la wilaya 3.
qui étaient à l'intérieur. La wilaya 1, la wilaya 2, la wilaya 5, je parle des militaires. La wilaya 6 était du côté de Ben Bella. Si vous voulez dire qu'elle était Mais du quel côté qu'il de soit, du l'état-major côté de général, Ben Bella ou non, elles ont été laminées. Toute l'armée de l'intérieur a été laminée. Il n'est resté de plus fort que l'armée des frontières, protégée par la ligne Maurice. Non, je viens de vous dire que vers le 5-6 septembre, l'armée des frontières rentre en même temps, au même moment, avec les militaires de la 2, de la 1, de la 2, de la 5 et de la 6. Oui, mais Brahim Younsi, par la wilaya 4 et la wilaya 3. Voilà. Brahim Younsi, je n'ai pas votre érudition historique. Mais je sais une chose, c'est que s'il y avait un poids militaire quelque part à ce moment-là, c'était l'armée des frontières, qui sous le prétexte de ne plus pouvoir traverser la ligne Maurice avait gardé toutes les armes, même des chars et des canons de l'artillerie lourde, et que l'armée de l'intérieur qui avait accompagné l'armée de l'intérieur qui avait accompagné l'armée de était littéralement, il n'y avait plus que quelques éléments, et surtout ceux du 19 mars, désarmés, très démunis comparés à l'armée des frontières qui était un rouleau compresseur. Mais Brahim Younsi, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Je ne peux qu'être d'accord avec vous que l'armée des frontières était puissante. Ben voilà, donc ce n'est pas la peine de lui adjoindre la wilaya 1, 2, 5 pour... En fait, c'était du décor, mais ceux qui ont pris le pouvoir, c'était l'armée des frontières. Il faut être... Mais allez, Brahim Younsi, vous venez de lever un lièvre... Vous parlez des militaires de l'ensemble du territoire national. D'accord, mais Brahim Younsi, vous venez de lever un lièvre, un sujet à discussion dont on pourra parler dans une autre occasion, mais aujourd'hui nous sommes pressés par le temps. C'est malheureux de se désirer. Je vais, parce que vous avez passé Hussein Al-Tahmed. Oui, mais vous êtes en train d'épuiser votre temps de parole. Je termine, c'est pas grave. D'accord. Il y a quatre raisons pour le coup d'État dont parlait Hussein Al-Tahmed. 4. 1. C'est la subordination du militaire au politique qui était constitutionnalisée dans le préambule de la Constitution de 63, réitérée par la Charte d'Alger de 1964, que l'armée était sous la tutelle du politique. 2. Les milices populaires armées que Ben Bella mettait en place. 3. Effectivement, ce que vient de dire Hussein Al-Tahmed, l'accord signé avec le FFS le 16 juin 1965. 4. La quatrième raison, c'est l'éviction, le limogeage, entre guillemets, de Abdelaziz Bouteflika. Voilà les 4 raisons qui ont poussé Boumedienne à agir, alors que Boumedienne, il faut le dire, était très réticent, mais il a été poussé par ceux qui ont été mis à l'écart, à savoir Qaïd Ahmed, Medri, Bouteflika et d'autres, qui ont poussé Boumedienne à faire le coup d'État. Très bien. Beaucoup de gens ne pensent pas comme vous, Brahim Younsi. Beaucoup de gens ne pensent pas comme vous. Vous dites que la Constitution de 63 donnait la prééminence du civil sur le militaire. Boumedienne avait gardé le pouvoir et c'était une condition qu'il avait imposée. Pardon, Brahim Younsi. C'était une condition qu'il avait imposée à Ben Bella pour le mettre à la tête du pays. Et au moment voulu, il l'a balayé et il avait cette intention dès le départ. Apporter les preuves, ça c'est des supputations. D'accord, Brahim Younsi, c'est un sujet de discussion. Karim Naït Slimane. Karim Naït Slimane, je suis obligé de passer à Karim Naït Slimane, Brahim Younsi, pardonnez-moi. 5e raison fondamentale, c'est la conférence afro-asiatique. Et la conférence afro-asiatique qui n'a pas eu lieu parce que le coup d'État a été opéré avant que la conférence afro-asiatique. Et cette conférence afro-asiatique a été arrêtée à l'instigation, 1, de la France, 2, des États-Unis et surtout de la Russie. La Russie qui... Je suis presque tenté, Brahim Younsi, je suis presque tenté de vous dire
que ce sont là des points de détail par rapport à l'essentiel, qui était la prise de pouvoir, le coup d'État permanent programmé avant même l'indépendance, programmé avant même que l'armée des frontières n'entre au pays. Mais c'est votre avis, Brahim Younsi, je ne vous le dispute pas. Karim Naïtou Slimane. Karim Naïtou Slimane, nous allons entrer, j'allais dire, dans le vif du sujet, sauf si vous avez une mise au point avant que je vous pose une question. Non, il y a vraiment... Moi, je ne veux pas polémiquer plus que ça. Je pense qu'il nous faut beaucoup plus de temps et je pense que ça n'est même pas l'espace pour ce genre de débat. Mais je pense aussi, c'est même à la limite de l'indécence aussi de dire que l'armée des frontières a réussi à prendre le pouvoir parce qu'ils étaient plus forts. Moi, je trouve ça terrible. Parce que s'appuyer sur l'armée des frontières et même sur ceux qui l'ont rallié de l'intérieur pour après écraser leurs confrères et en éliminer au moins 1000 par les armes, après avoir souffert et après avoir subi tous les affres des combats qui se sont déroulés à l'intérieur. Je pense que ça ne se fait pas et limite ça ne se dit pas même après. Voilà, ça me gêne beaucoup, je trouve ça très très gênant et d'ailleurs ça a eu des conséquences très très terribles par la suite et c'est resté comme ça. Vous savez, la violence c'est un cycle infernal. Ben justement, Karim Naïtou Slimane, comme il ne reste plus beaucoup de temps. La version Tahogra, à cette époque-là, Hagrohum, voilà, à l'époque. Karim, justement, vous m'y amenez puisque c'est le dernier tour de micro. Vous allez prendre 3 minutes chacun. Je sais que vous avez été un peu... que Brahim Younsi a pris beaucoup plus de temps que vous, j'en suis désolé. Mais Karim, en moins de 3 minutes, s'il vous plaît, beaucoup de gens ne voient en le coup d'État que le coup d'État en lui-même. Alors que le plus important du coup d'État, d'où le titre d'aujourd'hui, c'est comment garder le pouvoir après l'avoir pris par la violence, par la tromperie, par le faux nationalisme. Beaucoup de gens ne voient pas aujourd'hui que ce dont procède ce régime, ça veut dire le mensonge, la presse à son service, les relais qu'il installe, comme il vient d'installer le Haut Conseil de la Jeunesse, par exemple, l'Observatoire des droits de l'homme, les anciens Moudjahidines, l'UJTA, l'UNFA, tous ces relais qui sont là pour fliquer la population, pour la conditionner, procèdent de cette logique du coup d'État. Et l'opinion publique ne donne pas suffisamment d'importance à ces choses qui permettent au régime de perpétrer en permanence ce coup d'État dans lequel il est, à travers notamment d'autres accessoires comme la fraude dans les élections, comme la répression, etc. etc. Et il y a beaucoup à dire. Karim Naïtou Slimane en 3 minutes, s'il vous plaît. Oui, tout à fait, parce que déjà, rien que le concept d'opinion publique n'est pas pertinent dans la situation actuelle. Dans le cas de régime autoritaire, militariste, l'opinion publique ne compte pas parce qu'elle n'est pas libre. Tant qu'on n'a pas de liberté d'expression, on n'a pas d'opinion publique. On a une opinion fabriquée, imposée par la propagande. Nous avons vu hier, j'ouvre la parenthèse très rapidement, pour me solidariser avec ce malheureux. Nous avons vu hier Mohamed Ben Halima, le pauvre qui a été passé aux aveux et diffusé d'une manière inhumaine à la télévision nationale. Hein? On sait très bien comment ces aveux, qui sont plus des affabulations, ont été arrachés. Hein? On sait très bien. Et ça, c'est connu dans l'histoire. Ça, c'est connu. Sous tous les régimes autoritaires, ça a été toujours le cas. Et donc, en Algérie, parler déjà d'une opinion publique, ça n'est pas pertinent. Mais encore plus, le coup d'État permanent est très grave dans le fait qu'il a institué une culture de l'État qui est fondée sur la violence. Ce qui fait que même jusqu'à présent, en 2022, nous souffrons toujours des conséquences de ce coup d'État originel et des nombreux coups
coups d'État qui se sont suivis, que ce soit en 65, que ce soit en 92, que ce soit en 2019, et même d'autres coups d'État que le public n'a pas vu. Les coups d'État permanents sur la fonction présidentielle, les coups d'État qui ont lieu à chaque fois qu'il y a une élection, nous avons un président imposé. Nous savons très bien que, par exemple, les élections en Algérie ne sont que des festivités, zerda, c'est tout. Et on sait très bien que c'est une mascarade et qu'une poignée de dirigeants militaires, de généraux comme on dit, décident, votent réellement pour le président. Donc voilà, c'est ça, ce qui est malheureux avec ce régime, c'est qu'on se retrouve dans une culture d'État qui est fondée sur la violence. Et qui dit violence dit, pour revenir à votre titre, coup d'État permanent. Il faut sortir. Alors, Karim Naïtou Slimane, je vais revenir. On a réussi à arracher quelques minutes de plus pour parler d'un sujet qu'on ne peut pas ne pas évoquer. C'est celui du coup d'État de 1992 que les généraux appellent interruption du processus électoral, que d'autres plus finement et plus subtilement appellent interruption du processus démocratique. Et donc, Brahim Younsi, sans qu'il soit besoin de revenir, parce que les sujets sont tellement vastes, j'aimerais que vous nous parliez de cette phase de l'interruption du processus démocratique de 1992. Oui. Vous me permettez juste de revenir deux mots. Mais si c'est deux mots, Brahim Younsi, parce que sinon... Oui, deux mots. Un, il y a eu une Assemblée nationale constituante. Et dans cette Assemblée nationale constituante, s'il y avait eu un coup d'État, est-ce que Hossein Aït-Ahmed aurait participé, aurait siégé à l'Assemblée constituante? Est-ce que Karim Belkacem, qui était partie prenante de ce qui s'est passé en août 62, est-ce qu'il aurait couvert le coup d'État? Et il y en a d'autres, il y a Abbas, etc., notamment Aït-Ahmed et Karim. Très bien, Brahim Younsi, mais nous allons... je suis désolé, Brahim Younsi, je suis désolé. Non, attendez, avant de vous donner la parole sur 92, pardon, Brahim, je vais vous faire écouter M. Nazar, le grand M. Nazar que vous allez écouter. بالنسبه لنا المشكل هذا تاع الضباط ولي ديسيدور اون ديسيد ابسوليومون ريان دو تو لا تقررون شيئا لا نقرر شيئا ابدا قررنا صحيح في 92 صحيح لان كان فراغ شاد اللي استقال مشكل اللي كان عويص امامنا مع مسؤولين سياسيين خذينا مسؤوليه صحيح كان واحد الوقت سيادة اللواء قصة الجيش يشارك بطريقة نعم. موش بطريقة مباشرة. Brahim Younsi, voilà le monsieur qui dit nous n'avons jamais décidé de quoi que ce soit, mais il est vrai que nous avons décidé de l'interruption de 92. Brahim Younsi, je suis vraiment désolé, vous allez avoir 2 minutes et demie, mais pas une seconde de plus. Et Karim aussi. Mais qui a couvert Khaldouzar? C'est Boudiaf. Je suis désolé. Et il accepte de devenir le président de la quinquette avec Khaldouzar. C'est ça aussi. Et la question des DAF que vous venez justement de poser, s'il y a un conflit qui a opposé Boumediene à Ben Bella, c'était les DAF. Parce que Boumediene a imposé effectivement tous ces DAF dans Khaldouzar, dans l'armée et dans les hautes fonctions de l'armée. Voilà la réalité aussi. D'autre part, Ben Bella a écarté les 3B. Sur 92, Brahim Younsi, il ne reste plus de temps. Sur 92. Oui, mais 92, je viens de vous le dire. 92, c'est un coup d'État franc qui a été fait alors qu'il y avait des élections qui ont été remportées par un parti politique, et l'armée intervient. L'armée intervient pour non pas interrompre un processus électoral seulement, pour interrompre un processus démocratique, et puis pour créer une situation d'exception pour prendre la souveraineté du pays.
Très bien, Brahim Younsi, merci. Alors, Karim Naïtou Slimane, vous avez le mot de la fin en moins de 2 minutes et demie, s'il vous plaît. Je suis désolé, vous avez été un peu désavantagé par rapport à la distribution du temps. Il n'y a pas de problème. Sur 92, écoutez, c'est pareil, c'est un sujet très compliqué. Il me faudra normalement beaucoup plus de temps pour en parler, mais je vais essayer d'en dire 2 mots. Bien sûr, sur le fait, il s'agit bien d'un coup d'État. D'un coup d'État contre la volonté populaire parce qu'un processus électoral a été interrompu. Et si, par exemple, certains remettent en doute, par exemple, les conditions de tenue, par exemple, de ces élections, moi, je me demande déjà pourquoi s'être lancé dans ce processus. Pourquoi s'être lancé dans ce processus? Et c'est pour ça que je vous dis, c'est une question très, très compliquée parce que, selon moi, selon ce que je vois, quand je fais une relecture de ces événements, moi, je pense très sincèrement qu'à ce moment-là, la pratique politique, démocratique, institutionnelle en Algérie n'était pas encore très bien ancrée. Pour plusieurs raisons. Je ne suis pas là en train de justifier le coup d'État. Moi, je le nomme coup d'État et je le condamne, bien sûr, parce que moi, je suis partisan de la légitimité populaire, de la légitimité politique, et qu'une fois on déclenche des processus, il faut les respecter, quels que soient les résultats, et on ne peut pas avoir une démocratie à la carte. On ne peut pas avoir ça, des élections à la carte, c'est-à-dire quand le parti souhaité n'est pas sorti gagnant, on prend les mêmes et on recommence jusqu'à gagner la partie. Je ne pense pas que ça marche de cette manière. Mais je pense aussi qu'une société doit être prête, les conditions doivent être réunies pour l'exercice démocratique. Moi, par exemple, très sincèrement, je vous le dis clairement, je suis contre, par exemple, l'immixtion du pouvoir politique, du pouvoir militaire dans la politique, mais je suis aussi contre l'immixtion du pouvoir spirituel, religieux dans la politique, parce que ça brouille les pistes. Ça brouille les pistes complètement. Donc je pense qu'il faut déjà faire un travail sur les bases d'un État démocratique moderne, arriver vers une compétition, on va dire, politique neutre, et puis par là, sur ces bases-là, aller vers des élections à chaque fois. Merci. Jeter les bases d'un État de droit avant de s'engager dans des processus qu'on serait obligé par la suite d'interrompre ou pas. Mais sur le fait qu'il soit coup d'État, bien sûr, ça c'est indéniable. Merci Karim Naïtou Slimane, merci Brahim Younsi. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bqaw ala khair, bslama.